Hello, bienvenue sur le podcast de l'Lipodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. Lipodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Hello les Lipo Sisters, alors je suis contente de faire cet épisode solo pour le mois de sensibilisation au lipodème, le mois de juin. Alors c'est pas un exercice facile de faire un épisode seul, puisque là je vais devoir me dévoiler. Et j'ai prévu plein de choses pour vous, et d'abord en introduction, je vais vous parler un peu de où j'en suis moi personnellement. Et puis à la fin, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux. Et pour finir, j'ai une grosse annonce, alors comme ça vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin. Une très grosse annonce à vous faire. Et on commence du coup avec la partie un peu perso. Je voulais vous raconter une petite histoire en fait. Je me fais suivre un peu depuis un petit moment une thérapeute en transgénérationnel. Donc voilà, je vous laisserai regarder ce que c'est, mais c'est super intéressant. Elle débloque des choses personnelles, de ma sensibilité. Je trouve vraiment qu'on avance beaucoup avec elle. Et puis un jour, je lui raconte du coup tout ce que je fais à côté du travail autour du lipodème. Et elle me dit, mais en fait, votre maladie, que vous en avez fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et elle me dit, vous savez que ça s'appelle transcender sa maladie. Et elle me dit c'est vraiment la façon la plus intelligente de raisonner autour de sa maladie. Donc voilà, c'est de ne pas être dans le négatif, mais créer quelque chose autour de sa maladie. Donc voilà, elle me dit ça, et puis je me dis, mais ça m'a beaucoup parlé ce qu'elle me disait. Et du coup, je suis allée me renseigner sur Internet, où on trouve pas mal d'informations, et notamment on parle d'autotranscendance. C'est le fait que la personne, c'est l'aptitude de quelqu'un à surmonter les difficultés de son existence. Donc c'est vraiment un dépassement de soi, c'est s'élever au-dessus et se rallier à quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. C'est en gros prendre conscience que l'on est une petite partie dans un tout qui est beaucoup plus grand. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est juste tout simplement de tout ce que j'ai réussi à créer en fait autour de ça. Et d'ailleurs, Maslow, dans sa fameuse pyramide de Maslow, je vous laisserai aller voir le visuel, mais en fait ça reprend, la pyramide de Maslow reprend les besoins d'un homme pour être complet. Et au-dessus, au top du top de sa deuxième version de la pyramide, on a justement la transcendance de soi. Après, s'ensuit l'accomplissement de soi, l'estime, l'amour, l'appartenance, la sécurité et les besoins physiologiques de base. Alors concrètement, moi, comment j'ai transcendé ma maladie, donc le lipodème. Et justement, c'est ce qu'elle m'a demandé en fait. Elle m'a dit, vous allez me faire un graphique avec tout ce que vous avez réussi à faire autour de la maladie. Donc le but étant de réaliser en fait où j'en suis, parce que c'est vrai que parfois alors surtout moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, qui a du mal à voir ce que je fais en fait. Et du coup, le fait d'écrire sur papier, j'ai réalisé en fait que j'avais créé énormément de choses autour du lipodème. Donc alors je l'ai transcendé déjà avec un livre qui a été publié par Mango Édition. Il était une fois mon lipodème. Donc un livre avec des illustrations, le livre comme je le voulais, en format un peu graphique, humoristique, avec la caution d'un médecin, puisque on a Dr Vaillant a écrit avec moi dans ce livre. Donc voilà, c'est un livre qui est reconnu aujourd'hui. Je sais que les médecins en parlent beaucoup à leurs patientes, et j'ai des retours dans ce sens, donc c'est super.
Il a été aussi traduit en italien quand même, donc c'est pas rien, il commence à voyager. Et voilà, je me dis, bah, tout simplement, je suis officiellement écrivaine. C'est incroyable, jamais j'aurais cru en fait en arriver là. Deuxièmement, bah, il y a le site internet. Donc là, c'est plus des compétences que je dirais que j'ai développées parce que je me suis créé moi-même le site internet, l'identité visuelle, ça m'a demandé de l'apprentissage, mais je suis autodidacte en fait. J'ai jamais eu des cours pour tout ça. J'ai profité d'une période de post-professionnel justement pour créer ce site internet et qui est très très consulté, notamment bah, pour l'annuaire que vous connaissez. Donc justement, bah, l'annuaire, c'est une autre de mes réalisations. Il fait référence, donc clairement, il est connu de tous, conseillé par les professionnels de santé eux-mêmes et consulté par bah, beaucoup de femmes. Et c'est vrai que bah, voilà, je suis fière de ça parce que bah, je me sens un peu à l'origine de vos diagnostics parce qu'au final, bah, moi, à l'époque, quand j'ai commencé à connaître la maladie, j'ai galéré à trouver quelqu'un qui me diagnostique. Et c'est justement bah, pour ça que j'ai créé l'annuaire. Autre réalisation, bah, ce podcast, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Parce que moi, personnellement, j'adore écouter des podcasts et je voulais aussi bah, pouvoir échanger avec des femmes atteintes ou des professionnels de santé pour en apprendre plus sur la maladie. Et quoi de mieux que d'en faire un podcast, donc avec des interviews, pour avoir tous les points de vue. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'écouter tout le monde. Et donc je suis devenue une mini journaliste intervieweuse. Donc pareil, j'ai eu à apprendre à réaliser un podcast et échanger. Et voilà, c'est une super expérience et j'en parlerai après justement. Alors aussi, ma maladie, je l'ai transcendée bah, en rencontrant des femmes. Donc j'ai organisé des rencontres sur la Côte d'Azur avec des femmes atteintes. J'ai mis en relation justement ces femmes. Donc voilà, au-delà des réseaux, j'aime beaucoup rencontrer en face à face. Donc c'est ça qui a été intéressant dans le fait de rassembler un groupe de femmes du 06. Et autre réalisation, bah, je me suis lancée dans une formation de naturopathe il y a 2 ans de ça. Donc je me suis lancée. Alors ça faisait longtemps que j'y pensais parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Mais en fait j'ai passé le cap grâce, on va dire, à la maladie, puisque dans ma tête, voilà, je me suis dit bon, si je le fais, euh, je pourrais accompagner des femmes atteintes et puis aider en fait les femmes. Donc voilà, ça m'a aidé à passer le cap. Et puis enfin, bah, ce que le lipodème m'a apporté, c'est aussi le développement personnel, le travail sur soi, et puis bien sûr le travail sur mon alimentation, sur mes troubles du comportement alimentaire. J'en parle beaucoup, j'en ai parlé dans mes livres, j'en parle aussi bah, sur les réseaux. Euh, voilà, j'ai découvert grâce à la maladie, une autre façon de m'alimenter. Je me réconcilie avec mes habitudes alimentaires et mon corps. Donc l'alimentation intuitive, j'en parle beaucoup. Je ferai sûrement un épisode rien que pour ça, mais voilà, le but c'est de l'alimentation intuitive, c'est une approche qui cible les signaux physiologiques internes, donc la faim et le rassasiement pour réguler la prise alimentaire. C'est tout simplement revenir à l'intuition en fait, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est bon pour ma santé. Voilà, moi j'en étais arrivée à me nourrir trop et c'était pas bon pour ma santé, mais il y avait aussi l'émotionnel qui rentrait en jeu. Et voilà, donc j'ai fait un gros travail sur moi. Je pense que je pourrais en faire un épisode à part entière parce que j'ai un long parcours vis-à-vis de ça. Mais voilà, je me dis, bah voilà, grâce au lipodème, je pense que ça m'a vraiment aidé à aller mieux par rapport à ça. Et puis j'allais oublier aussi bien, enfin le e-book sur l'alimentation
anti-inflammatoire qui est un des traitements conservateurs de la maladie que j'ai créé. Voilà, ça m'a pris aussi beaucoup de temps à réaliser ce projet parce que voilà, c'était une demande de votre part, le fait de raconter mon parcours, parce que moi j'ai pratiqué et je pratique toujours l'alimentation anti-inflammatoire et j'ai eu de très beaux résultats sur ma maladie. Donc voilà, j'en ai fait un e-book et l'écriture de cet e-book, pareil, ça m'a appris à faire plein de choses, à faire des photos de plats, à faire une mise en page d'un e-book. Et je suis heureuse parce que j'ai des très bons retours de votre part. J'ai vraiment, je pense, répondu à un besoin. Voilà, je vous ai... En fait, j'écoute... on va dire j'écoute les femmes quand on m'envoie un message, je regarde où est le besoin en fait pour pas m'éparpiller. Je vais aller vraiment à l'essentiel pour aider. Là, je sens en tout cas, bon, on va voir ce que je vais faire de ma formation naturopathe, mais je sens qu'il y a un besoin d'accompagnement et d'écoute surtout. Donc je pense que voilà, la suite de mes projets, ça va être beaucoup plus dans la rencontre avec des femmes atteintes. Le fait d'échanger, je ressens ce besoin qu'ont les femmes de déposer. Alors, ça va pas être facile pour moi, mais j'allais dire de déposer leur fardeau. Peut-être plus d'être conseillée, d'être entourée et d'avoir un peu de douceur, on va dire. Je pense que je ressens ça. Donc voilà, je vais voir comment je vais mener mes prochains projets. Mais en tout cas, c'est ce que je lis à travers vos mots. Mais voilà, je suis toujours à la recherche de ce que vous avez besoin pour m'impliquer, mettre mon énergie. En fait, je n'ai pas envie de la mettre là. Non, enfin, je veux la mettre vraiment dans une cause, en fait. Je veux la mettre dans des endroits qui sont utiles. Voilà, c'est pour ça, parfois, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas forcément la plus présente, ou en tout cas celle qui fait le plus de réel. Voilà, je ne cherche pas à avoir beaucoup plus d'abonnés. Je cherche surtout à donner des infos, à aider, à écouter, à échanger. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire sur cette idée de transcendance. Aujourd'hui, en fait, ce que vous comprenez, je pense, c'est que le lipodème, il prend beaucoup de place dans ma vie. Mais c'est parce que je le veux bien, en fait. Ça m'apporte beaucoup de choses. Comme je vous disais, ça m'apporte des messages bienveillants, de l'amour, de la reconnaissance. C'est quelque chose que je fais à côté d'une vie professionnelle, mais je suis heureuse de le faire en fait parce que ça m'apporte énormément de choses. Je sens une folie créatrice, une envie de créer autour du lipodème, d'aller au-delà, de m'apporter de la joie, d'arrêter d'en vouloir à mon corps. Et ça, en fait, ça n'appartient à vous, ça n'appartient qu'à vous de faire la même chose, d'animer un réseau autour de vous, de rencontrer des femmes atteintes, d'échanger. Et moi, je suis disponible pour faire la mise en réseau s'il faut, vous mettre en contact entre vous. Donc bien sûr, il y a l'annuaire avec la catégorie Liposister qui peut vous aider déjà à rencontrer des femmes autour de chez vous. Et voilà, moi je suis avec vous, je reste à l'écoute pour échanger avec vous. Alors c'est le moment aussi pour moi là de vous faire un petit point sur le podcast et la suite. Alors j'ai beaucoup envie de faire une saison 2 sur le même format. Des interviews de femmes atteintes, des professionnels de santé. Le but étant d'avoir le retour et les conseils d'un panel le plus large possible de personnes pour que vous puissiez vous faire un avis, aussi faire votre propre avis en fait sur la maladie, sur les traitements qui peuvent en découler, sur l'opération. Alors pour le nombre d'écoutes, c'est sûr que vous avez été présente. On peut compter aujourd'hui plus de 2800 écoutes au total sur les épisodes. C'est une bonne expérience pour moi parce que voilà, c'est une nouvelle compétence d'interviewer des femmes, de mener à bien un projet par soi-même de A à Z, de l'enregistrement, enfin de la création, enregistrement, diffusion et communication. Donc personnellement, ça a été une super expérience.
Alors, ce qui est difficile, par contre, c'est de palper vos retours parce que, contrairement aux réseaux sociaux, on n'arrive pas à échanger. Alors, il y en a certaines, elles m'envoient les messages sur les réseaux sociaux en me disant j'ai beaucoup aimé ton podcast. Mais en fait, il y a toutes celles qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux et c'est pour ça aussi que j'ai créé le podcast. C'est pour m'adresser aux femmes qui ne sont pas forcément sur Instagram et Facebook. Ces femmes-là, c'est plus difficile de palper leur retour. Alors parfois, on me fait des retours de mail en newsletter. Donc ça, c'est sympa aussi d'avoir ce canal de diffusion. Mais voilà, du coup, le podcast, ce qui est plus difficile, c'est d'avoir vos avis et vos envies. Ce podcast, il a été créé pour informer, mais aussi pour m'adresser à une autre catégorie de femmes, peut-être plus âgées, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ok, maintenant, alors je vais passer à la partie qui concerne vos questions. Vous m'avez envoyé des questions via les réseaux sociaux, des questions que vous avez le plus fréquemment. Il y en a eu plusieurs. Donc voilà, je vais répondre une à une. Alors, première question de Laetitia. Je viens de découvrir la maladie, que faire ? Alors, très bonne question. Alors déjà, ne panique surtout pas. Mais tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'aller se faire diagnostiquer par un angiologue qui connaît la maladie. Alors, ils sont tous censés connaître la maladie et l'avoir vue durant leurs études. Mais malheureusement, ils ne savent pas tous la diagnostiquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir un angiologue de mon annuaire sur le site lipodème en clair, lipodème-en-clair.fr. En deuxième point, je dirais s'informer. Alors, s'informer... Alors moi sur mon compte, j'ai mis pas mal, sur mon compte Instagram et Facebook, j'ai mis pas mal d'informations. Une information qui est beaucoup plus claire peut-être, c'est le livre Il était une fois mon lipodème, que j'ai écrit avec Dr Vaillant. Donc il y a vraiment des références sur des études médicales et il est fait sous un format roman graphique, un peu humoristique, donc c'est assez sympa à lire. En troisième, je dirais échanger avec des femmes atteintes, écouter des témoignages. Donc, écouter des témoignages, ça peut être via ce podcast. Ça peut être aussi... alors, il y a un groupe francophone du lipodème qui est assez actif. Donc, ça peut être des groupes Facebook. Ça peut être des comptes Instagram. Et puis, des rencontres locales, s'il y en a. Donc, ça arrive très peu. Mais il y a aussi mon annuaire, du coup, avec la catégorie Liposister. Vous pouvez vous mettre en contact entre vous. En quatrième point, je dirais mettre en place les traitements conservateurs qui sont le port du collant de compression, rectiligne sur mesure si possible, de classe 3. L'alimentation anti-inflammatoire qui est quand même un traitement conservateur qui est reconnu maintenant dans le monde du lipodème. Alors j'ai écrit un e-book à ce sujet et il est sur mon site. Donc, je l'ai écrit parce qu'il y avait beaucoup de demandes de clarifier certaines choses sur ce type d'alimentation. Et puis il y a les drainages lymphatiques qui vont permettre d'améliorer le confort et peut-être les douleurs associées en fait à la circulation lymphatique. Donc le lipodème, on sait que c'est une atteinte des cellules graisseuses, mais chez certaines femmes, et un grand nombre de femmes en tout cas qui sont atteintes de lipodème, il y a associé à ça, il y a une circulation lymphatique qui est plus difficile. Donc voilà, le drainage va permettre ça. Et il y a d'autres types de choses à mettre en place. Faire des jets froids sur ses jambes, mettre du froid, c'est important. Il y a le brossage à sec, les automassages. Voilà, il y a tout un panel de choses, mais en tout cas, les trois principaux sont le drainage lymphatique, le port de collant de compression et l'alimentation anti-inflammatoire. Et en cinquième, je dirais se reconnecter à son ressenti, revenir à soi.
C'est-à-dire que on se rend pas compte, mais l'atteinte psychologique, elle est forte chez une femme qui a le lipodème. Donc je dirais, pour commencer à se reconnecter, alors ça peut être se faire accompagner, hein, bien sûr, par plein de types de thérapeutes, un psychologue, un sophrologue, voilà, il y en existe plein. Mais pourquoi pas commencer par voilà, prendre un petit carnet et tous les jours noter son moral. Comment on se sent, est-ce qu'on a des douleurs, est-ce qu'on a des émotions dans la journée, liées ou pas à la maladie. Et le fait d'écrire, ça aide beaucoup. Alors, je suis en train de penser que justement, moi, quand j'ai écrit le livre Il était une fois mon lipodème, et ben ça m'a beaucoup aidé en fait pour accepter ma maladie, puisque c'était c'est mon propre témoignage qui est dans un livre. Alors, on a une autre question qui ressemble beaucoup de Isaline 3. Par où commencer pour la maladie? Comment faire pour sauter le pas? Réaliser que l'on est malade, pas juste grosse? Eh bien, justement, alors j'ai donné des pistes juste avant, mais je tiens à souligner donc le soutien psy dont on a besoin quand on est atteinte de la maladie et quand on vient de la découvrir en plus de ça. Donc, écrire, écouter, lire des témoignages, ça peut aider. Déculpabiliser, éviter de se comparer aux autres. Voilà, de se dire que on a été dans l'errance médicale jusque-là, mais maintenant, on peut prendre les choses en main. Il y a un grand nombre de femmes qui sont là en soutien. La communauté du lipodème, des liposisters, elle est assez forte. Donc voilà, c'est welcome en fait. J'ai envie de dire welcome chez nous et on va t'aider. Donc après, bon, bien sûr, adopter une hygiène de vie, des traitements conservateurs pour sa santé. Alors, il faut vraiment se dire, c'est pour ma santé que je fais ça, c'est pas pour maigrir. Le mot maigrir, le mot régime, il faut un peu l'enlever de sa tête parce que euh, la maladie, on le sait, elle réagit très peu, voire pas, au régime et au sport. Alors, il faut se dire, maintenant, je fais le sport, je fais une alimentation méditerranéenne, une alimentation anti-inflammatoire pour me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête, pas forcément pour avoir voilà, le corps que la société dit beau. Donc c'est un peu changer aussi d'état d'esprit. Et je sais combien c'est difficile à faire dans ces temps troublés des réseaux sociaux où on vous montre des corps parfaits. Mais c'est important en fait de s'en rendre compte. Et voilà, de se dire c'est pas ma faute, j'y suis pour rien, je suis malade, c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS et je vais me soigner en fait, j'ai besoin de soins que je vais donner à mon corps pour aller mieux aussi dans ma tête, parce que c'est la vision, ma vision en tout cas en tant que naturopathe, ma vision est holistique, c'est-à-dire que le corps et l'esprit ne font qu'un. Et quand on soigne l'esprit, on soigne le corps. Voilà. Autre question. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une ordonnance pour aller chez l'angiologue? Donc ça, c'est Rajiji qui pose cette question. Alors, en soi, c'est pas nécessaire. Si on veut, par contre, si on veut un remboursement, c'est nécessaire. Par contre, certains angiologues le demandent. Ils l'exigent même en fait avant de se rendre chez eux. Donc c'est là qu'intervient le médecin généraliste et c'est là que j'ai commencé aussi à mettre des médecins généralistes sur l'annuaire. Et donc le médecin généraliste, lui, va faire un courrier en indiquant qu'on va voir un angiologue. Alors il n'est pas obligé d'écrire que ce soit pour un lipodème. Alors si certains angiologues demandent à ce que ce soit écrit sur le courrier exactement pour le lipodème, mais après ça peut être pour faire un bilan veineux, un bilan chez l'angiologue. Donc ça, alors, le médecin généraliste peut très bien le faire, et donc sans parler de lipodème, on peut juste lui dire j'aimerais bien faire un bilan chez un angiologue, est-ce que vous pouvez me faire un courrier pour lui? Autre question aussi de Rajiji, peut-on aller directement chez le chirurgien sans diagnostic? Alors, certains chirurgiens diagnostiquent eux-mêmes, mais
c'est important d'avoir un avis neutre d'un angiologue. Voilà, parce que qu'est-ce qui dit que le chirurgien il va pas nous donner un stade plus avancé qu'un autre pour qu'il y ait plus d'opérations. Enfin, je fabule peut-être, mais voilà, je pense qu'en tout cas, vu qu'il n'y a pas de lien avec l'argent pour l'angiologue, euh, eh bien, c'est bien d'avoir cet avis neutre. Autre question. Que penses-tu de la pressothérapie? C'est Tol qui demande ça. Est-ce que ça peut aider? Alors, la pressothérapie, c'est à tester parce que ça va vraiment dépendre de chaque femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un appareil avec minimum 6 chambres pour que la jambe elle soit complètement drainée. Personnellement, alors j'ai pas aimé du tout le faire chez le kiné parce que chez le kiné, elle me mettait dans une salle enfermée avec mes bottes. Elle me réglait le truc approximativement. J'avais peur en fait que ça me fasse trop mal. J'étais pas bien en fait. Être dans cette salle blanche là, c'est des mauvais souvenirs. Mais par contre, avoir l'appareil chez soi, c'est autre chose, quoi, parce que du coup, on le fait vraiment quand on a envie, quand on a le temps, devant la télé. Enfin, c'est un autre ambiance, quoi. Deux salles, deux ambiances. Quoi qu'il en soit, il faut quand même pratiquer le drainage lymphatique, qui est l'un des traitements conservateurs du lipodème. Et donc la pressothérapie, c'est un complément qui peut vraiment soulager. C'est vraiment personnel, donc en fonction du ressenti, je dirais. La question de Marie Canciani. Quelle technique pour la chirurgie? Alors, la chirurgie, toujours sujet délicat, hein, puisque on choisit le choix du chirurgien, il est vraiment personnel. Je pense pas avoir à vous dire quel chirurgien choisir, c'est à vous de faire votre choix en fonction de plein de critères. Par contre, pour la technique, il existe plusieurs techniques. Il n'y a pas forcément de techniques qui ont été plus mises en avant que d'autres. Alors, bien sûr, sur les très vieilles, enfin les très vieilles, les études médicales, la méthode TAL est plébiscitée avec injection de liquide tumescent. Mais depuis quelques années, là, les techniques ont évolué, donc il existe plusieurs méthodes, Wahl, Vaser, et puis d'autres que je n'ai même pas en tête, mais voilà, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Voilà, il y a certains chirurgiens qui peuvent vous dire, mais moi, elle est mieux ma technique que... Voilà. Je pense pas. Alors ça, c'est peut-être un avis personnel, mais je pense pas. Par contre, pour choisir son chirurgien, donc voilà, on peut aller en France ou à l'étranger. Il n'y a aucun problème à aller en France. Il faut bien vérifier par contre le CV, les antécédents du chirurgien. Est-ce qu'il a déjà opéré déjà? Est-ce qu'il a d'expérience? Est-ce qu'il a des bons avis? Est-ce qu'il y a des bons retours des femmes? Où et par qui il a été formé? Et puis, lors d'un entretien, est-ce qu'on a eu un feeling avec lui? Est-ce qu'on l'a senti investi? Voilà, on parle de la main du chirurgien, c'est vraiment des gestes très fins. C'est de la sculpture, quoi. C'est vraiment un art presque. Donc, il faut vraiment se dire, bon, est-ce que la personne en face de moi, elle est méticuleuse? Est-ce elle va vraiment harmoniser mon corps? Voilà, il ne faut pas oublier que on sait très bien que le lipodème est une maladie, que eh bien, la chirurgie elle a un coût important et qu'on le fait au-delà de l'aspect esthétique, on le fait surtout aussi pour les douleurs qu'on peut avoir. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ça reste de la chirurgie esthétique. Donc voilà, il y a de l'argent quand même qui rentre en jeu. C'est un marché qui est lucratif. Donc voilà, c'est à vous de faire votre avis. Le côté humain, il est important, je pense. Et puis après, il y a plein d'autres critères. Moi, par exemple, mes critères, c'était aussi géographiquement, comment je pouvais faire pour y aller. Est-ce que je pouvais me faire accompagner? Par qui?
Donc voilà, il y a beaucoup de critères qui sont entrés en jeu. Le prix, bien sûr, le délai. Alors moi, toujours, il y en a beaucoup qui me disent «Ah, mais je suis pressée de faire l'opération, je veux tout faire, je veux y aller, je m'en vais, je m'en fous, je prends n'importe lequel». Bah alors, bon, bien sûr, moi maintenant, de retour d'expérience, je peux vous dire que c'est une mauvaise idée et que bien sûr, il faut prendre son temps. C'est vraiment l'opération d'une vie, en fait. Donc voilà, on se dit, bon, bah, il faut vraiment, vraiment prendre son temps et pas se presser. Et en plus, bah, l'opération d'une vie, que ce soit bah, pour notre corps, puisque c'est une opération qui est lourde quand même, très invasive pour le corps. Le corps, il a du mal à s'en remettre. Il faut vraiment travailler après sur soi, le pré- et post-opératoire, bien porter des collants, bien faire les drainages. Euh, mais c'est aussi une chirurgie d'une vie parce que bah, financièrement, il faut pouvoir sortir l'argent, quoi. Donc voilà, pour répondre à Marie. Alors, on m'a demandé aussi un point post-op. Donc c'est Nathalie Green qui me demande ça et Usalex68. Alors toutes les deux, vous avez la même question. À quoi ressemblent mes jambes? Alors moi, ça fait 2 ans que j'ai été opérée. J'ai eu 2 opérations haut et bas des jambes. Alors aujourd'hui, mes jambes, l'état général, bah, elles sont fines. Ça, il n'y a pas de doute. On voit bien la forme de mes genoux. On voit mes chevilles. C'est quand même exceptionnel. On voit mes mollets. C'est quand même fou. Elles sont très harmonieuses. J'ai une petite asymétrie entre la droite et la gauche au niveau du mollet. Bon, j'aurais pu le faire reprendre. C'est juste que, on va dire que je l'ai pas fait parce que je voulais pas refaire une opération. J'ai senti que mon corps, il en avait trop eu. Les 2 opérations, ça a été même psychologiquement difficile. Donc voilà, sur l'aspect général. La couleur, alors j'ai des petites taches, mais bon, c'est vraiment tout petit. Sur les cicatrices, ça se voit vraiment pas beaucoup. Il y a il y a des cicatrices parfois où quand je bronze, ben, elles restent blanches. Alors c'est peut-être parce que je me suis pas assez protégée, mais il faut bien se protéger la peau du soleil. Il y a des relâchements plis, j'en ai pas trop, j'ai des petites bosses. J'ai des endroits où la canule, elle a été sûrement un peu trop près de la peau, donc j'ai des petits creux, mais franchement, ça fait peur comme ça à entendre, mais ça reste. Enfin voilà, faut vraiment regarder les jambes pour s'en rendre compte. La sensibilité, bah, elle est revenue, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le contact de l'eau, quand on se baigne. Alors c'est sûr que ça peut choquer juste après l'opération, mais maintenant à 2 ans, je vous dis que bah, c'est revenu. Enfin, je veux dire, j'ai ma sensibilité qui est la même, mais en effet, juste après l'opération, j'ai eu des moments où je me suis dit mais je vais pas rester avec cette douleur là, j'avais des tiraillements, des endroits où c'était douloureux, mais au final bon, après 1 an, je dirais quand même, il a fallu 1 an pour avoir l'état d'aujourd'hui. Et après juste aussi se dire que il y a aussi le drainage qui est super important et le collant, comme je disais, en post-op, mais rien que pour la qualité de la peau. Donc voilà, appareillez-vous, c'est important. Autre question de Nathalie Green. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bel aspect de peau? Ah bah je viens juste d'y répondre. Alors pour l'aspect de la peau, bah, il y a les massages. On se massait régulièrement avec des crèmes hydratantes, de se faire des automassages, de faire le brossage à sec, les drainages lymphatiques, le port du collant de compression. J'ai fait un podcast justement avec Ghislaine, une orthopédiste, à ce sujet, donc vous aurez toutes les infos dans ce podcast. Je vous conseille d'aller le voir. Je sais plus quel épisode c'est, donc je peux pas vous renseigner. Se mettre en mouvement dès qu'on peut. Dès qu'on se sent capable, marcher, même un petit peu. La mobilité, elle va aider à la récupération. Et voilà, se faire entourer de pros, de professionnels de santé en post-opératoire, donc surtout pour les drainages.
de bien se renseigner avant qui peut nous accompagner. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'accompagner des post-opérations. Voilà, moi je pense que mes drainages, ils étaient peut-être pas à la hauteur de l'enjeu, on va dire. Est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai des creux, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, c'est super, super important. Question de Usalex68, est-ce qu'on peut s'exposer au soleil? Alors c'est déconseillé donc pendant, je dirais 1 an après l'opération pour éviter qu'on ait des marques, même presque plus d'1 an, qu'on ait des marques en fait au niveau des cicatrices, puisqu'on peut avoir après des différences de couleur de peau au niveau des cicatrices et aussi peut-être et aussi de la jambe. Donc attention à bien se protéger, mettre de la crème et des vêtements anti-UV. Alors mes conseils pour une opération en été, alors j'ai pas écrit qui m'avait posé cette question, mais voilà, elle se reconnaîtra. Donc je disais protéger ses jambes du soleil. Les blocs de glace, c'est super ça. Je me suis acheté des genouillères pour chevaux. Alors c'est des grands blocs de glace qui font toute la jambe, donc ça c'est super. Le port du collant, bien sûr, qui va apporter la sensation de légèreté. Les jets d'eau froide dans la douche. Les drainages, beaucoup de drainages. L'automassage, le brossage à sec, j'en ai déjà parlé. Mais ça va aider l'été. Quand on est seul, alors autre question, quand on est seul, existe-t-il des personnes qui peuvent nous accompagner dans la chirurgie de Nani Nounoud? Alors je ne sais pas du tout si ça existe. Alors ça, je n'ai pas de l'info. Par contre, on peut peut-être imaginer le transport des personnes en situation de handicap, si le chirurgien il est proche du domicile, par exemple. Mais bon, de connaissance, d'expérience en tout cas, il vaut mieux être accompagné car en sortie d'hôpital, surtout si on sort le lendemain, on est très fatigué, parfois anémié, parfois jusqu'au malaise. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller seul, à moins que ce soit pas trop loin du domicile. Et il y a aussi, bien sûr, que ce soit pour l'avion et... Alors, est-ce que pour le train, ça existe? Je sais pas. L'assistance aux personnes en situation de handicap. Et la mise à dispo de fauteuils pour l'aéroport. Alors, comment gérer le lipodème pendant la grossesse de Morgane Ma? Alors, je dirais le collant est indispensable tout le temps. Et les drainages, important, c'est super important. Et la pressothérapie, pourquoi pas. Boire beaucoup d'eau, rester active pendant la grossesse. C'est pas simple, mais faut se dire je dois rester active jusqu'à la fin. Mais quand je dis active, c'est pas faire du footing. Enfin, en tout cas, si vous pouvez le faire, tant mieux. C'est plus voilà, aller marcher, faire des exercices comme le yoga prénatal, le yoga normal. Enfin bref, c'est bien de rester active quand même pendant la grossesse. Alors Céline GFT qui me demande qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te faire opérer avec du recul sur ton opération? Aurais-tu géré les choses autrement? Alors, ça, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé entamer mon suivi psy avant. Alors, quand je dis suivi psy, c'est tout plein de choses que j'ai mis en place, que ce soit au niveau de mes troubles du comportement alimentaire, que dans mon esprit, dans ma tête, mon parcours, dans ma vie professionnelle aussi, elle a changé. Donc il y a tout le parcours psy, c'est tout un ensemble de choses. Je me suis vraiment intéressée au développement personnel. J'ai beaucoup je me suis beaucoup concentrée sur mes ressentis, sur mon corps. J'ai entamé une formation de naturopathe aussi qui m'a aidée à avoir cette vision holistique. Donc voilà, j'aurais aimé faire tout ce suivi psy avant l'opération, parce que l'opération, elle va pas faire en sorte que vous alliez mieux dans votre tête. C'est vraiment un travail à mener avant l'opération.
Et puis je dirais peut-être étudier plus en profondeur les différents choix de chirurgiens. Donc moi à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça des chirurgiens au final qui opéraient, mais peut-être de me renseigner plus sur leur CV euh, et le résultat des femmes opérées. Donc pareil, moi j'avais pas d'infos à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Aujourd'hui il y a beaucoup plus d'infos qui tournent, donc vraiment se faire une idée large et aller voir tout type de témoignages. Et j'aurais peut-être, si c'était à refaire, pris encore plus soin de mon post-opératoire. Alors le port des collants, ça, il n'y a pas de souci. Peut-être les drainages, de faire accompagner peut-être d'un autre pro en complément. D'avoir les peut-être deux avis, ça aurait été super. Alors moi j'ai fait des drainages Vauder très doux. Peut-être qu'il m'aurait fallu quelque chose qui me remue un peu plus en post-op. Pas post-op plus X mois parce que forcément post-op on a des douleurs. Mais voilà, peut-être ça. Après, j'ai pas de regrets à avoir. J'en ai eu à un moment donné puisque psychologiquement, comme je disais, j'étais pas très bien. Le post-op, il a été difficile pour moi psychologiquement de se rendre compte de son corps après une chirurgie, c'est ultra ultra difficile. Donc voilà, si vous venez vous faire opérer, que vous vous sentez mal, sachez que j'ai passé aussi cette période. Aujourd'hui, je vais très bien, mais je comprends que l'après-opération peut être difficile. On me demande aussi le budget des opérations, donc c'est Lily Boubou. Alors moi, alors non, je vais plutôt parler. Alors j'ai pas les chiffres exacts actuels, mais en tout cas ça tourne autour de 5-6 000 euros l'opération, je dirais, même 7 000. Et parfois il faut plusieurs opérations en fonction du stade et des parties touchées. Moi j'avais un stade 2, petit stade 2, et j'ai eu 2 opérations. Liste des indispensables dans sa valise pour l'opération. C'est Magali qui me demande ça. En... Je vais faire une petite liste comme ça, mais bon, elle sera peut-être pas complète. Je dirais des alaises, des sparadraps pour entourer vos jambes et éviter des écoulements de sang, voilà, des crocs avec deux tailles en plus si vous n'arrivez pas à vous chausser, des gants, comme des gants de jardinage, des easy slide, prendre une grande taille une grande taille les easy slide, c'est bien, pour enfiler facilement vos collants. Voilà, des petits réconforts, des petites gourmandises pour se faire plaisir à la clinique. Des gants de compression arthritique. Alors ça a été bien pour éviter que les mains gonflent lorsque c'était l'opération de mes bras. Des vêtements amples, jogging amples, voilà, parce qu'il y aura plusieurs épaisseurs du coup avec les alaises. Et puis voilà, donc ça c'est dans la valise pour l'opération. Et puis après, vous pourrez vous acheter pour la suite des grandes poches de glace, voilà, tout ce que je parlais, tout ce que je vous ai dit, des collants de compression de rechange. Alors peut-être prévoir un collant de compression de rechange si la clinique, elle vous met un collant nul à dispo. Donc ça peut arriver des fois qu'ils vous mettent un collant qui n'est pas du tout adapté à votre taille ou quoi. Donc prenez quand même votre collant avec vous. Et voilà. Comment soulager l'œdème post-op? Magali me demande ça. Alors je répète, un port de collant de compression, le froid, boire beaucoup d'eau, les automassages, les drainages lymphatiques. On a déjà parlé de tout ça. Alors Magali me demande aussi quelle différence entre les méthodes de drainage. Alors le drainage Vauder manuel, il est plutôt recommandé pour le lipodème, quoique. Ça va vraiment dépendre du ressenti de chacun. Aujourd'hui, on va dire que le mouvement, il est plus à se dire, bon, le drainage, on va le faire un peu plus fort.
Donc il existe d'autres types de drainage. Il y a le Renata, bien sûr avec une pression à adapter parce qu'on est beaucoup plus sensible, nous qui sommes atteintes du lipodème. On peut se faire des automassages aussi, donc qui consistent à pomper les ganglions lymphatiques. Vous trouverez des vidéos sur internet, vous mettez automassage, drainage lymphatique. Le brossage à sec, qui consiste à activer la lymphe, donc grâce à une brosse en poil naturel, donc les petits picots, ça va faire du mouvement aussi, donc c'est sympa. Autre question de Claudine, est-ce qu'il faut se faire opérer avant ou après la grossesse ? Alors il n'y a pas d'études à ce sujet, donc je vais répondre, ça c'est mon avis personnel. Je me dis que l'opération est peut-être mieux avant une grossesse, puisque pour éviter que le changement hormonal de la grossesse installe encore plus le lipodème et entraîne du coup plus d'opérations. Voilà, donc il y a des retours, il y a aussi des témoignages de femmes qui ont eu une grossesse après une opération. Pour l'instant, de ce que j'ai vu en tout cas, il n'y avait pas forcément de cas où ça revenait sur les parties opérées. Avant de passer à la grosse annonce que j'ai à vous faire, je voulais parler de la marque Lipoélastique qui propose des collants de compression. On en a beaucoup parlé dans l'épisode. J'en ai moi-même eu 2 de lipoélastique. De mémoire, c'est mon premier collant d'ailleurs. Ils ont une belle gamme adaptée au lipodème. Ils ont d'ailleurs sorti un legging pour les femmes qui ont pas forcément les œdèmes aux chevilles. C'est le Active Leggings, il est coloré et il y a des motifs aussi, c'est assez sympa. Ils vendent aussi le Liposlide qui permet de plus facilement mettre le collant. Ce sont des collants adaptés pour le lipodème puisque à maille rectiligne et de classe 3. Alors ils m'ont donné le code Claire10 pour avoir 10% sur toute la gamme. Et du coup, j'en profite pour ma grosse annonce. La grosse annonce de la fin. Alors voilà, justement, je vais pouvoir vous donner mon retour d'expérience puisque je suis enceinte. C'est un bébé qui est prévu pour début septembre. Donc en fait, je suis enceinte de plusieurs mois maintenant. Je ne l'ai pas forcément dit sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un peu ma vie perso. Je mélange pas trop perso et réseaux sociaux et lipodème. Je parle de mon ressenti, mais je parle pas forcément de ma vie perso. Je serai peut-être moins disponible, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un premier enfant pour moi. Mais je suis toujours motivée. Je vais rejoindre du coup une nouvelle communauté de femmes enceintes. Donc comme vous pouvez comprendre, la saison 2 du podcast n'arrivera pas tout de suite, malheureusement. Donc elle attendra la naissance du petit baby et l'organisation que je vais devoir mettre en place dans ma vie perso. Enfin, qu'on va devoir mettre en place dans notre vie perso avec mon conjoint. En tout cas, pour le moment, donc en vous parlant, là, je serai à 6 mois et demi. J'ai pas de problème au niveau des jambes. J'ai pas l'impression que ça ait bougé. Je vous avouerai que j'ai pas pris mes mesures. Bon, bien sûr, par contre, ça c'est lié aussi à la grossesse. Des jambes qui gonflent, je l'ai beaucoup plus. Donc, j'ai pas encore forcément mis beaucoup le collant. Je le mets encore dans les transports comme d'habitude, comme ce que je faisais déjà. Mais voilà, j'ai pas constaté en tout cas avoir pris des jambes. Et justement, j'ai une grossesse où au final, c'est mon ventre qui prend plus, donc c'est normal, hein, bien sûr, il faut faire la place au baby, mais je m'imagine comment j'aurais pu être en ayant le lipodème enceinte, et je pense que ça aurait pas du tout été la même chose, quoi. Franchement, je sais que de toute façon, les femmes qui ont une grossesse, souvent ça a même déclenché le lipodème. Donc voilà, je pense que mes jambes, elles n'auraient pas du tout été dans cet état. Donc voilà, l'opération a été bénéfique et ça n'a pas bougé pour le moment. Alors je fais bien les drainages. Je fais du yoga régulièrement. Je marche beaucoup, je marche 5 km par jour, même enceinte. Et je porte le collant quand je sens le besoin. Voilà, donc ça c'est le sport que j'ai adapté, hein. Bien sûr, j'en fais beaucoup moins de sport, mais c'est normal. Et je suis vraiment à l'écoute et au ressenti. Et comme je vous ai dit,
tout le suivi que j'ai fait de développement personnel suite à l'annonce de la maladie, on va dire, et ça m'a amené aujourd'hui à écouter mon corps de femme enceinte. Et quand il n'y a pas qu'une grosse annonce, il y en a deux. Et il n'y en aura que deux, il n'y en aura pas trois. Je vais aussi déménager, donc dans ma vie perso, ça se présente. Je vais déménager du côté de Toulon, donc je vais rejoindre les Lipo Sisters du Var. Donc voilà, petite annonce, si vous êtes du Var, faites-moi signe, je vais créer un groupe pour mobiliser une communauté de femmes dans le Var. Donc là, je vais quitter, j'étais sur la Côte d'Azur, j'étais à côté de Nice, et j'avais réussi à créer une belle communauté aussi alors je sais plus combien il y a de femmes là sur notre groupe, mais on est presque 30 maintenant, je pense, voilà, qui sera repris, je pense, par les filles au local. Et voilà, donc je vais recréer une nouvelle communauté. L'occasion peut-être de faire un séminaire. Voilà, oui, pour celles qui n'ont... J'ai co-organisé avec deux autres femmes atteintes de la maladie un séminaire sur la Côte d'Azur, donc qui a rassemblé 50 personnes, on va dire, 50 femmes atteintes et médecins. Grâce voilà, ces deux autres femmes aussi qui m'ont aidé à organiser. Et voilà, donc peut-être ce sera l'occasion de faire un séminaire sud en ayant rejoint une communauté VAR. Voilà, ça a été un moment très fort, un moment super. On a tout fait pour que ça se passe bien. Je vais vous faire un autre épisode, je pense, où je vous raconterai ce qui s'est dit. Et peut-être... Alors, la vidéo du séminaire sera disponible sur mon site internet. Je ne sais pas sous quel délai. Je pense d'ici août 2024, ce sera sur mon site internet. Et sinon, je vais faire un épisode du podcast où je vais essayer de reprendre un peu les audios du séminaire. Donc voilà, j'espère que cet épisode perso vous aura plu. Il est long, mais il est complet. J'attends vos retours quand même, parce que du coup, je me mets à nu un peu, donc j'aimerais avoir votre ressenti. Et voilà, et je vous laisse du coup pour cette saison 1 en espérant mener une saison 2 rapidement pour toujours échanger avec vous. Et je vous embrasse, les Lipo Sisters. Merci pour ton écoute et n'oublie pas de me faire un retour en commentant le podcast ou en laissant une note. À bientôt!